Philippe VI de Valois monte sur le trône en 1328 à la mort du dernier capétien direct. Choisi comme roi par les grands féodaux à la place d'Édouard III d'Angleterre, c'est sous son règne que débute la guerre de Cent Ans. S'il est vainqueur des Flamands à Cassel en 1328, Philippe VI est avant tout le roi des défaites. Il perd à l'Écluse, puis surtout à Crécy, avant de renoncer à Calais. Son règne est également marqué par l'épidémie de peste noire qui ravage l'Occident. Jean de Lebon succède à son père Philippe VI en 1350 et n'est pas plus heureux sur le champ de bataille. Après sa cuisante défaite à Poitiers, il est emmené captif en Angleterre, où il demeure 6 ans. Pour que la rançon exigée par les Anglais soit payée, on invente une nouvelle monnaie, le franc. Son fils, également otage, s'étant enfui, il retourne en Angleterre par respect de l'honneur chevaleresque. Il y meurt en 1364. Charles V, fils de Jean II, est nommé régent du royaume après la capture de son père à Poitiers en 1356. Sa situation est mise en péril par les ambitions du prévôt des marchands Étienne Marcel, à la tête d'un mouvement réformateur dont il vient à bout. Devenu roi en 1364, il entreprend, aidé de Du Guesclin, de reconquérir une partie des territoires perdus. Charles V n'est pas un roi guerrier, mais un roi sage, érudit, patient et déterminé, qui restaure l'autorité royale, modernise l'administration et instaure un gouvernement efficace. Il meurt en 1380. Philippe II le Hardi, fils de Jean de Lebon, reçoit en apanage le duché de Bourgogne, dont il va faire l'un des plus grands et des plus puissants fiefs de la couronne. À la mort de son frère, Charles V, il est nommé régent du jeune Charles VI, prince fastueux et mécène. Il fonde une véritable dynastie bourguignonne, qui, à sa mort en 1404, se poursuit avec Jean sans peur. Charles VI monte sur le trône en 1380 à l'âge de 12 ans. Le pouvoir est alors détenu par ses oncles, et quand il peut régner seul, le voilà atteint par les premières crises de folie qui vont marquer son règne. La France est alors déchirée par le long conflit entre les Armagnacs et les Bourguignons, et la guerre de Cent Ans peut reprendre de plus belle pour tourner à l'avantage des Anglais après la défaite d'Azincourt. Le roi Foll doit signer en 1420 le honteux traité de Troyes, qui déshérite son fils le dauphin au profit d'Henri V d'Angleterre et meurt en 1422. Charles VII, écarté de la succession au trône par le traité de Troyes, n'est que le soi-disant dauphin. Réfugié à Bourges, tandis que la France est aux mains des Anglais, il peut redresser la situation grâce à l'intervention miraculeuse de Jeanne d'Arc, qui lui permet d'être sacré roi en 1429. Aidé par la pucelle, il est aussi par sa maîtresse Agnès Sorel, la dame de beauté, qui le convainc de mener la reconquête. À la fin de son règne, en 1461, la guerre de Cent Ans est terminée, et les Anglais ne possèdent plus qu'en France que la ville de Calais. Louis d'Orléans, frère du roi Charles VII, est proche de la reine Isabeau de Bavière et se voit confier la régence pendant la folie de Charles VI, duc d'Orléans. Il entre en conflit avec la Bourgogne de son cousin Jean sans peur, et son assassinat en 1407 précipite la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, profite de la faiblesse du dauphin, le futur Charles V, pour placer la couronne de France sous tutelle de la bourgeoisie en 1356. Cette expérience était une première révolution française? Certains historiens ont voulu le croire, mais le tourne court quand Étienne Marcel s'allie à Charles de Navarre, trop proche des Anglais. Il meurt assassiné en 1358. Bertrand du Guesclin, demeuré loyal au roi Charles V, remporte sur les Anglais la victoire de Cocherel en 1364 avant de débarrasser le royaume des grandes compagnies, ces mercenaires qui dévastaient les campagnes françaises. Fait connétable de France en 1370, il reconquiert le Maine, l'Anjou, puis le Poitou et une grande partie de l'Aquitaine. Il trouve la mort sous les remparts de Châteauneuf de Randon, emporté par la maladie en 1380. La décision de Charles V de l'inhumer parmi les rois dans la basilique de Saint-Denis témoigne de sa popularité. Jacques Coeur. Homme d'affaires enrichi dans de nombreuses activités, il connaît une ascension politique extraordinaire et devient le grand argentier du royaume. Sa gestion avisée permet à Charles VII de mener la reconquête du pays. Mais son immense fortune suscite inévitablement des jalousies, qui conduisent à sa mise en accusation. Emprisonné, évadé, il meurt en exil, presque ruiné, en 1456.